Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un nouveau débat de questions d'actu. L'actualité qui reste marquée bien évidemment par les événements politiques que vit le pays, notamment depuis la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Alors l'application de l'article 102 de la Constitution n'aura pas suffi pour apaiser les esprits, encore moins la convocation du corps électoral pour le 4 juillet prochain. La rue reste mobilisée pour le 8e vendredi consécutif. C'est notre débat aujourd'hui. Nous parlons bien évidemment des derniers développements sur le plan économique, car l'économie est un débat qui est très important aujourd'hui. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Dr Moustapha Mekidash. Vous êtes économiste, expert notamment des questions énergétiques. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Alors également avec nous Monsieur Yassine Ould Moussa, vous êtes économiste. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous étiez également ancien journaliste Révolution africaine. Et à vos côtés, professeur Mourad Preur, vous êtes expert pétrolier et directeur du cabinet stratégique Émergie. Merci. Émergie pour les questions stratégiques notamment. Alors, je commencerai peut-être avec vous, Mourad Preur. Donc, au 7e vendredi, l'antagonisme gouvernant-gouverné est toujours aussi vif. Les solutions tardent à venir et chacun campe sur ses positions. En fait, c'est une situation assez exceptionnelle pour notre pays. Et la question qui est posée, c'est la question de la gouvernance et de la gouvernance économique. Ce qui est positif, c'est que notre peuple a montré une maturité et un civisme incontestable. Moi, j'ai intervenu dans un congrès à Paris en juin dernier. On m'avait posé des questions sur l'Algérie et j'ai été gêné pour répondre. Et les mêmes personnes qui m'ont posé des questions m'ont appelé tout récemment pour dire leur admiration, leur étonnement. Leur étonnement devant la maturité de notre peuple, devant le civisme, les images fortes qui ont été retransmises par les télévisions, par les réseaux sociaux, etc. En fait, le peuple a montré une maturité, une prise de conscience. Néanmoins, la question de la gouvernance économique, la question de la légitimité des responsables qui est posée aujourd'hui, doit être traitée en profondeur, de façon à ce que le pays ne soit pas durablement déstabilisé. Donc dépasser l'approche sociale et économique pour aller carrément dans la profondeur politique. En fait, ce qui se pose, d'abord, il y a un problème éthique qui est posé. La morale dans les affaires, la morale dans la gouvernance. Et c'est ce qui a un peu réveillé les gens, ce qui a poussé les gens. En fait, c'est la constante dans les revendications. Cette question doit être traitée, c'est-à-dire que l'Algérien s'affirme comme étant un citoyen. Il réclame la reconnaissance de son statut de citoyen. Donc il y a un bon qualitatif qu'il faut franchir. Le problème, c'est que c'est un semestre que nous sommes en train d'ici jusqu'à fin juin, c'est un semestre important pour l'économie. C'est un semestre important. Et le ralentissement qui est occasionné par cette crise risque de peser sur la croissance. D'ailleurs, moi j'évalue à un minimum d'1 point de croissance. Je ne sais pas mes amis ce qu'ils en pensent, mais on risque de payer ça par un point de croissance économique. Mais est-ce que nos gouvernants sont conscients justement de ce danger?
En fait, les gouvernants gèrent l'immédiat. Et dans une situation de crise, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont à la décision sont préoccupés par le dépassement de la crise. Et donc la vision à moyen terme, et je ne dis pas à long terme, la vision à moyen terme n'est pas vraiment la préoccupation cardinale. Ah, ok. Alors, Yassine Ould Moussa, la crise, si on résume un peu les propos de professeur Mourad Preur, la crise prend, j'allais pas dire d'autres formes, une autre profondeur. Elle touche l'économie. Elle touche l'économie, mais l'économie est le résultat du mode de gouvernance. Lorsque, sur une longue période, les notions de redevabilité sont absentes, il y a une forme d'impunité, et voire de cécité, voire d'immunité, qui fait que on n'a pas vu. Vous savez que gouverner, c'est prévoir. Et quelle est la différence entre un homme politique ou un politicien et un homme d'État? Elle est très simple. Le politicien pense à la prochaine élection et l'homme d'État à la prochaine génération. Or, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes tombés, le mode de gouvernance est entré dans une phase d'autisme. Un autisme, c'est-à-dire l'incapacité à écouter le cœur battant, le tréfonds de la société. Or, la société en 20 ans, il y a eu un travail de fond. Il y a eu un travail de fond. Ce que l'on voit ici, c'est juste un travail de fond par rapport à quoi? Un travail de fond, c'est-à-dire que la société, les jeunes de 2019 n'ont rien à voir avec ce qu'on a vécu dans les années 90. C'est une autre. Nous sommes 45 millions, nous avons d'autres référents culturels, médiatiques, etc. Donc c'est un autre logiciel. Or, la société a changé de logiciel et le mode de gouvernance est resté identique. Donc, lorsque vous avez, je ne veux pas être méchant, mais lorsqu'on a eu, et nous avons encore, vous lui avez posé une question sur le court terme, lorsqu'on a une économie qui se gère, qui se pilote avec deux voyants, deux cadrans, le niveau du baril et le niveau de la commande publique. Ce sont ces deux moteurs. Et l'un nourrit l'autre. Et lorsque l'un s'arrête, l'autre balbutie. Vous avez, donc, et puis vous avez le problème de la gouvernance qui pose trois éléments fondamentaux chez les hommes publics. Le problème de la légitimité, le problème de la représentativité et le problème de la représentativité, de la crédibilité. Donc ces trois éléments ne sont pas souvent réunis. Quand on constate, je dis souvent à mes élèves dans différentes écoles, que la stabilité juridique n'a rien à voir avec l'inertie juridique. La stabilité juridique, c'est ce qui permet à une nation, à un pays, à une société. D'ailleurs, j'aime pas tellement la rue. La rue est un mot péjoratif. C'est la société. Le mot peuple est connoté un peu péjoratif, un peu populiste. Mais la société, dans ses différentes composantes, elle a évolué. Et malheureusement, si vous prenez la stabilité du texte fondamental, je dis toujours que si vous rentrez en Angleterre, dans une librairie, vous demandez une constitution et vous dira « I am sorry sir, je suis désolé », elle n'est pas écrite, mais elle est en vigueur depuis Cromwell. C'est le droit coutumier qu'on connaît. Oui, mais quand vous rentrez dans une librairie algérienne, vous demandez, le gars il vous répond « Quelle année ?» C'est comme une pièce de voiture. Et ça, c'est très difficile à gérer. L'économie, le social, Preur a dit gouvernance, c'est gouvernance économique, sociale, culturelle, sportive. Mais là, aujourd'hui, la crise, elle est là. Elle est là. On a proposé des solutions. Des solutions. La première solution est d'ordre politique. Par exemple, je constate, j'observe qu'on essaye d'utiliser le logiciel constitutionnel. Mais je voudrais dire, si la Constitution était pertinente, était performante, elle nous aurait réglé les problèmes. Sa mise en œuvre mécanique, mécaniciste, techniciste, elle nous aurait réglé les problèmes. Notre Constitution, la dernière révision, mais c'est quoi? Une Constitution, c'est très simple. C'est trois fonctions fondamentales. L'accès, les modalités d'accès au pouvoir, la séparation et la répartition des pouvoirs, et enfin la troisième fonction, c'est le contrôle du pouvoir pour qu'il y ait des contre-pouvoirs. Or, quand on lit notre Constitution, c'est un ensemble hétéroclite, hétérogène de principes généreux, de principes généraux et d'articles procéduriers. Et aujourd'hui, on se retrouve en train de privilégier un article sur un autre. Donc pour vous, la solution est politique? La solution est politique. Maintenant, les deux méthodes que j'observe, et je m'arrête là, je vois une solution qui préconise
de gagner du temps, donc d'aller très vite pour nommer un pilote dans l'avion, hein, quelqu'un qui tient le gouvernail. Vous voulez dire un futur président? Un futur président de la République, une vraie République, n'est-ce pas? Et celui-là devra avoir une feuille de route qui consistera à revoir le mode de gouvernance, c'est-à-dire la Constitution, le mode électoral, le contrôle des élections, et puis l'essentiel, adopter définitivement un nouveau modèle de croissance qui n'est pas celui qu'on a observé en 2016. J'ai vu une circulaire complètement ridicule à l'époque. On en reparlera. On en reparlera voilà. sur les solutions économiques proposées notamment. Alors, je vous pose la même question, enfin, dans l'ensemble, Dr Moustapha Mekiteche, entre la solution constitutionnelle et la solution politique, nous sommes face à une situation où la société, pour ne pas dire la rue, histoire de peut-être de... La société, merci. Refuse toutes les propositions faites par le pouvoir. Oui, d'abord, effectivement, c'est pas la rue. Moi aussi, et je voudrais dire que je vous rappelle simplement qu'un homme politique en Algérie avait parlé de Rachi, c'est-à-dire la populace. C'est pour ça qu'elle ne peut pas, si vous voulez, impacter les changements politiques. On s'est aperçu que c'est pas vrai, en fait. La qualité. C'est pas gentil en tous les cas. Rachi, c'est le produit de absolument. Cette gestion. Et on s'aperçoit qu'on est face à un capital humain d'un niveau que même les pays les plus développés qualifient d'exceptionnel. Alors, ce que je veux dire, c'est que je me suis posé une question. Je me suis dit pourquoi le nouveau modèle de croissance dont parlait mon ami Ould Moussa ne pouvait pas être ne donnait pas de résultats. Parce que depuis, en fait, Rekba Maïla depuis l'indépendance. Mais en vérité, lorsqu'on s'aperçoit pourquoi on n'arrive pas à diversifier notre économie, on n'arrive pas à décoller du plafond de verre des 2 milliards de dollars depuis déjà des décennies, et on affiche... En fait, tous les pays qui ont émergé se sont appuyés, ont réuni 4 conditions nécessaires et suffisantes. 4. 1. Des infrastructures de bonne qualité. Capital humain. On les a en Algérie. La sécurité. L'armée nationale populaire, donc dans son cadre constitutionnel, les assure, et les assure de façon, dans des conditions extrêmement difficiles, mais donc elle assure la sécurité du pays, notamment dans ses frontières, et dans le respect aussi de la Constitution. La qualité du capital humain, on l'a vu, le Hirak. La qualité, la créativité, la détermination et le pacifisme de ces jeunes, et également son caractère, si vous voulez, d'inclusivité à la fois sociale, toutes les couches de la population du point de vue social, et également territorial, dans toutes les wilayas d'Algérie, depuis le Borj Badji Mokhtar jusqu'à Alger, de Souk Haras à Marnia, donc avaient les mêmes mots d'ordre, les mêmes qualités. Le quatrième, qui n'a jamais fonctionné depuis notre indépendance, c'est les institutions au sens large, c'est-à-dire les institutions politiques et économiques. On n'a pas, si vous voulez, tant que vous n'avez pas des institutions qui fonctionnent, vous ne pouvez pas construire une économie de marché concurrentielle et qui est productive. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut que vous ayez une justice indépendante. Ça fait partie des institutions. Ça, donc l'une des revendications, ceux qui portent le Hirak, c'est pas par hasard que c'est les corps de la magistrature qui le portent, parce que ils vivent ça comme étant, si vous voulez, une violence contre eux depuis que les corps. Et ça, donc pour cela, donc il va falloir, si vous voulez, sur cet axe institutionnel, dont je ne sépare pas, en ce qui me concerne, l'aspect politique dont on a parlé, de l'économie, parce qu'il faut construire à la fois des institutions politiques, des institutions sociales et également des institutions économiques qui puissent laisser respirer la société d'abord, la créativité. Comment voulez-vous, si dans la compétition marchande, comme on l'a vécu dans notre pays, l'accès aux facteurs de production est réservé, comme je le disais déjà depuis un an, ici, donc sur votre plateau, est réservé uniquement à ceux qui sont proches du pouvoir. Accès au foncier, accès au crédit. Avec un effet qu'on appelle la concentration. Absolument. Effrénée du capital. Alors donc, quand vous êtes près du pouvoir, ou des pouvoirs, qu'ils soient donc centralisés ou décentralisés, vous avez accès au crédit, vous avez accès non pas par la qualité de votre projet ou de votre projet d'investissement, mais parce que ça pose un problème parce que vous faussez et vous empêchez le libre cours du marché de faire émerger des entrepreneurs. On aimerait bien vous poser des questions un peu plus directes. Pensez-vous que l'actuel gouvernement, avec ses composantes, notamment ceux qui gèrent l'économie,
peuvent apporter une solution à la crise? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je vais vous le dire pourquoi. Alors, ça c'est pour l'aspect politique. Donc, je vous dis par exemple, je ne vois pas pourquoi on ne met pas en compétition les meilleurs projets auxquels j'assure. Par ailleurs, donc, à la fois un financement bancaire, l'accès aux fonciers, et je le fais parce que j'ai une proximité qui devient oligarchique. Osons le terme. Oligarchique, d'allégeance au pouvoir. Ça, c'est sur l'aspect économique. Sur l'aspect politique aussi, c'est pas par hasard que le Hirak, vis-à-vis de la classe politique, il a une sorte de rejet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séparation de l'argent et de la politique. Il faut séparer l'argent de la politique. Quand vous voyez dire par un parti important au pouvoir, ou qui était au pouvoir, ou qui est au pouvoir, dire que finalement Shkara est une pratique pour pouvoir être élu soit régionalement, soit nationalement, pour être... la Shkara League, on appelle ça. Donc ça témoigne d'une perte de repère, et c'est cela donc qui manque sur le plan et qui va se construire. Mais ce n'est pas une construction immédiate et instantanée. C'est ça la difficulté qu'il va falloir faire comprendre à l'ensemble de la jeunesse qui, elle, est impatiente et qui veut des changements immédiats. Alors, Mourad Frère, je prends un peu le relais de ce que vient de dire notre ami Mostafa Mekidash. Un défi majeur, celui de séparer l'argent de la politique. D'abord, est-ce que c'est faisable à court terme? Et par quel mécanisme? En fait, la crise que nous vivons, c'est la crise sous une manifestation particulière, la crise d'un modèle rentier. D'un modèle, avant d'être prédateur, d'un modèle rentier, d'un modèle redistributeur. Dans les économies rentières, l'État n'a pas besoin de prélever, n'a pas besoin que les entreprises réalisent des bénéfices pour prélever des impôts pour équilibrer son budget. Il a la rente qui lui permet d'équilibrer son budget et donc qui lui permet les dépenses qui sont les siennes. En fait, dans une économie de production, l'État est obligé d'encourager l'entreprise, d'encourager l'investissement, d'encourager les entrepreneurs, c'est-à-dire entreprendre, c'est risquer son argent. C'est pour réaliser un projet, pour réaliser des profits. Hein. Donc, c'est la crise d'un modèle rentier. Et c'est des crises qui sont récurrentes. En 86, les prix du pétrole se sont effondrés. En 88, explosion en Algérie. En 2014, les prix du pétrole se sont effondrés. Ça a duré plus que la résilience du système, vu les réserves de change et le fonds de régulation des recettes, etc., a fait que ça a duré 5 ans. Au bout de 5 ans, le système ne tient plus. Mais est-ce qu'on peut réduire cette crise à ce système rentier, justement? Non, c'est le système rentier. Un peu plus profond que ça. Yacine dit prédateur. Dès lors que l'État est dans une logique de redistribution de la rente. Parce que si l'armée parle de lutte contre la corruption, selon à sa discrétion. Et à partir du moment, les critères du marché, les critères objectifs ne sont pas respectés. Et en fait, un modèle rentier, il va interagir avec la nature même de l'État, qui est un État redistributeur, qui s'organise en fonction de la redistribution de la rente. Donc le problème, la revendication citoyenne est une revendication de démocratie, de modernité, de représentativité de la société dans la décision. Mais fondamentalement, c'est un peu la fièvre qui signale la grave maladie de notre économie, qui est une économie rentière. Parce qu'elle est une économie rentière, elle ne sait pas diversifier l'investissement. Et là, on a raté, par exemple, et moi j'avais tiré la sonnette d'alarme, y compris dans des notes au gouvernement, etc. 2014, j'ai dit, s'il y a une crise, nous ne sommes pas les seuls à subir la crise. Il y a d'autres pays, il y a des entreprises qui subissent la crise. Achetons des entreprises qui sont en difficulté,
créant un fonds souverain. Nous avions 200 milliards de dollars. Et on regardait notre bas de laine comme une vieille, on regarde le كموسة تاعها اللي راهي تحت المطرح. شحال رايحين نشدوا 3 سنين 4 سنين. Et donc on était dans cette logique-là, alors qu'il fallait profiter de la crise. Et j'avais dit où on est dans la posture du lapin, du gibier, et où on est dans la posture du chasseur. Si on est le gibier, on court et le chasseur est derrière nous. Alors, si on est le chasseur, on court derrière le gibier. Yassine Ould Moussa préfère parler de prédation. Oui, parce que mon ami Preur dit que c'est un mode rentier. Mais le mode rentier est une conséquence directe, mécanique du mode de gouvernance. Lorsque, si Mustafa parlait, lorsque les facteurs de production ne sont pas répartis où l'accès n'est pas sur des bases objectives, la performance des entreprises, la compétence et la capacité des chefs d'entreprise, les porteurs de projets, comment on crée de la richesse. Par exemple, si je vous pose la question toute simple, comment monter une entreprise en Algérie dans ce contexte? Le mot parcours du combattant est un euphémisme. C'est-à-dire que la création de richesse n'est pas la vocation centrale ni de l'État, ni de l'économie. Donc on distribue selon des critères tels allégeance, obéissance, népotisme, régionalisme et tous ces méfaits. Or, on avait la possibilité, nous avons la possibilité de changer de modèle. Changer de modèle de croissance. Nous avions la possibilité, par exemple, de mettre en place un modèle conçu, construit, bâti, impulsé, animé sur la reconquête du marché intérieur. Mais aujourd'hui, Yassine Ould Moussa, je rappelle que notre débat n'est pas uniquement économique. Ce qui n'est pas de moi. Hein. Tout ce qui est urgent n'est pas important. Et tout ce qui est important prend du temps. Donc maintenant, il faut qu'on soit d'accord, définitivement, sur le diagnostic. Et c'est quand on sera d'accord, il y aura un consensus, qu'on aura peut-être un consensus. Qu'on aura un consensus sur la thérapeutique. Je vais revenir au passé. C'est la troisième fois qu'on a des crises de pétrole. Moi, j'ai été journaliste longtemps et j'ai suivi ce marché. 86. 86, ça baisse. On met 16 ans pour remonter, jusqu'en 2001. Maintenant, il baisse. Je fais rapide. Maintenant, il baisse. Et je parle devant quelqu'un qui gère tout ça. Yassine Ould Moussa, est-ce que vous pouvez convaitre les gens du Hirak? Le Hirak. Oui. Alors, la crise aujourd'hui, c'est une crise de pétrole. Vous avez dû constater sur les plateaux que beaucoup de personnes se sont inquiétées. Où sont les élites? Mais les élites ont été écartées, marginalisées. Maintenant, pour parler à une population, pour la structurer, pour la convaincre, il faut du temps. C'est pas en un tour de main, en claquant des doigts et des talons, que vous pouvez... Je vais te laisser la parole. Que vous pouvez rapidement... Alors, maintenant, c'est répondre à l'urgence, faire le mieux, et essayer de rebâtir 3 choses. Rebâtir l'État, qui est en délabrement, je suis désolé, collectivités locales, décentralisation, etc., etc. Rebâtir le modèle de croissance, donc c'est les modalités d'investissement, de régulation, d'encadrement, etc. Et avoir un minimum de choix. Quand je dis le choix, c'est-à-dire éviter la concentration. Alors, dans l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'urgence Dans l'urgence, pour moi, il faut qu'il y ait soit la méthode, avoir un président rapidement et prendre le risque qu'il ne vous suive pas la feuille de route, soit attendre 2 ans, discuter du modèle de gouvernance, discuter de la Constitution, discuter des modalités de gestion, discuter de la loi électorale, discuter du contrôle des élections pour une fois, il faut que cette population, cette société, il faut qu'elle ait des représentations. Par exemple, qu'est-ce que c'est ce mandat national ? Qu'est-ce que c'est ce mandat national à l'Assemblée? Qu'est-ce que c'est le fait que pendant des années, l'Assemblée nationale n'a pas pu produire une loi? Quelle est cette absence de contrôle? Il y a un pouvoir exécutif omnipotent. Mais ça ne pouvait qu'arriver là. C'est comme quelqu'un qui part à 200 à l'heure, qui n'a pas de frein, pas de contrôle, qui n'a pas de rétroviseur, et qui vous dit « je suis atteint comme moi de DMLA ». Eh bien, chauffe, le résultat, il est connu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord mettre le curseur. Personnellement, toutes les solutions ont des inconvénients. Aller vite pour un président, c'est accepter un risque.
que la feuille de route que notre société cherche ne soit pas au rendez-vous. Il va dire que le costume me va très bien et que je ne vais pas la changer, cette constitution. Deuxième option, c'est de discuter entre nous, mais là, il faut accepter le risque. Des interférences intérieures, des divisions. Si Mustafa, il a dit l'unanimité, il est facile de faire l'unanimité contre quelque chose. Il est plus difficile pour quelque chose. Et je te cède la parole. Allez-y. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qualifier d'un point de vue théorique et d'un point de vue, si vous voulez, de la science, hein, si on peut parler comme ça, sur le rapport entre la rente et la prédation. Il peut y avoir des pays qui ont été des pays qui ont fonctionné avec des rentes, mais qui ont eu un cheminement vertueux et qui ont créé, si vous voulez, à partir de leur rente, des économies, donc des économies diversifiées qui ont pu être des économies durables. Alors pourquoi chez nous ça n'a pas fonctionné? C'est qu'il y a un concept qui est connu, donc j'ai pu voir à travers les pays africains que j'ai pu évaluer dans le cadre du MAEP, du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, dont j'étais le président pendant 6 ans. Et c'est la capture de l'État, le concept de capture de l'État. C'est-à-dire que finalement, il ne servait à rien. C'est un concept. Hein. Et actuellement, en Afrique du Sud, suite à la destitution par son parti d'ailleurs, de Zuma pour corruption, il y a une commission qui examine, donc, qui s'appelle la commission de capture de l'État, l'ensemble des opérateurs qui, par leur proximité, si vous voulez, au pouvoir politique de l'Afrique du Sud en l'occurrence, donc ont pu bénéficier de la commande publique. Tiens, chez nous aussi, donc il y a peut-être à voir cet aspect-là, qui ont bénéficié, si vous voulez, d'une situation où l'État national, l'État souverain a été capturé par des intérêts privés. Alors où est la compétition de l'économie marchande? Où est le libéralisme? C'est pas du tout ça. Donc il va falloir donc rompre avec ça, et ça ça va demander, si vous voulez, une déconstruction du système économique. Tu peux donner une définition de l'État, s'il te plaît, pour qu'ils comprennent que quand on capture l'État, voilà ce qui se passe. Une définition, en 3 ou 4 mois. Non, ce qu'on peut dire, donc quand on capture l'État, on a la proximité du régime. En fait, l'État et le régime sont deux choses différentes, mais en fait, c'est le régime qui est représentatif de l'ensemble des pouvoirs. 3 mots, alors 3 mots. État égale garant, gestionnaire. Alors, garant, gestionnaire et dépositaire de l'intérêt général. C'est pour ça que dans les... S'il n'est pas dépositaire de l'intérêt général, et je rejoins ta définition, il est privatisé, tout à fait. Et c'est pour ça que quand on voit j'assiste tous les vendredis donc au marché, je vois les jeunes dire Klitul Bled. C'est cet aspect particulier, précis, identifié qu'ils dénoncent. Finalement, il n'y a pas. Donc l'État doit être un État au service donc, de la société, au service des citoyens. Alors ça, c'est un aspect qui est important, et je pense qu'il peut y avoir des mesures symboliques fortes, hein, avec l'application de l'article 102 pour être opérationnel, plus l'article 7, ça fait 109, j'ai vu sur une 109 SANG. 109, 104, tu mets tous les articles. SANG 9, de Mjd. En appliquant les deux, 102 et ça veut dire c'est la créativité du mouvement du 22 février, donc, qui est tout à fait consciente de cela. Donc, il y a des mesures symboliques qui vont être un élément de solution pour passer à l'application concomitante, du coup, entre l'article 102... Symbolique émotionnel, Mustafa? Dans l'émotionnel ou dans Non, pas dans l'émotionnel. Donc là, on n'est pas dans l'émotionnel. Vous avez remarqué que nous, là, donc on n'a pas de position facile, populiste, qu'on a pu voir à travers beaucoup de plateaux, où c'est très facile d'aller au secours de la victoire émotionnelle. D'avoir la froideur de l'analyse. La froideur de l'analyse scientifique pour pouvoir avoir un diagnostic qui tienne, pour avoir des solutions de long terme. Parce que finalement, les grands problèmes vont arriver, donc, auxquels il va falloir poser une... Il aurait fallu, je le dis de façon cash, une loi des finances complémentaires pour cette année. Parce qu'il y a une expansion budgétaire qu'on ne peut pas tenir sur l'année 2019. Et on ne peut pas le faire parce que... on ne gère pas un pays avec des lois de finances. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir, donc, de ce point de vue-là, avoir donc corollaire une transition courte, avec un président de la République légitime, qui, lui, met en chantier, comme nous l'avons dit dans la déclaration que j'ai signée des membres du Club Énergie sur la situation. Mais est-ce que les solutions, justement, à court terme proposées par le pouvoir en place tiennent la route, justement? Le problème, déjà, donc, c'est contesté parce que c'est pas l'application
donc, de l'article 102 et l'article 7 de façon concomitante n'est pas encore réalisé. Donc, alors que ça a été donc un élément de la solution qui a été proposé. Et mis sur la table. Donc, attendons pour voir. Je pense que c'est vers cela qu'on va s'acheminer. En tout cas, c'est ma position sur cette question-là. Donc, une fois qu'on arrive, si vous voulez, à avoir un président de la République qui soit un président légitime et pas donc dans une transition courte, qui soit une transition évidemment éclairée aussi, éclairée avec des instruments identifiés dans lesquels le mouvement du 22 février y participe, la classe politique y participe, y compris dans ses visions différentes, idéologiques. Et donc il peut y avoir un consensus au moins sur cela. Et ça va ouvrir ensuite les chantiers, y compris d'une révision d'une constituante ou par voie référendaire ou par constituante, et également de mettre en place tous ces chantiers pour séparer l'argent de la politique. Ça, c'est les lois donc, à la fois sur les partis et les lois sur électorales qui doivent séparer l'argent de la politique. Quand j'ai évalué le Sénégal, je l'ai dit par exemple au président Macky Sall, quand il m'a reçu à l'issue de notre mission, je lui ai dit, Monsieur le Président, l'un des points faibles, y compris vous avez atteint l'alternance, mais c'est une alternance formelle, parce qu'en vérité, l'argent est toujours derrière l'action politique à la fois de l'opposition et des partis au pouvoir au Sénégal. Et ça, c'est une des difficultés des pays, qui veulent émerger. Et ça, il va falloir séparer par la loi. Donc on ne peut plus. Ça a tellement développé que on voit par exemple des clubs de sport qui achètent des matchs pour pouvoir monter en division. Le sport, on l'a raté ça, complètement. C'est quand même. Voilà. Donc il va falloir donc une zone de séparer. Criminogène. Et ça, il va falloir de plus en plus, si vous voulez, arriver. Et ça, c'est des chantiers des chantiers qui ne peuvent pas, si vous voulez, se régler de façon immédiate. Et les mesures symboliques nécessaires ne sont pas suffisantes. Alors, voilà qui nous ramène à parler, Mourad Perrer, d'un sujet très récurrent, le dossier ou les dossiers de corruption. Alors, l'armée qui promet de rouvrir des dossiers très brûlants tels que celui de Khalifa Bank et notamment celui de la Sonatrach. Bon, là, il est fondamental que l'on moralise la vie économique, c'est absolument indiscutable. D'accord. Le problème, c'est que il faut d'abord le faire de manière méthodique, de manière transparente, hein, et il ne faut pas aussi aggraver des situations qui sont déjà très graves. Sonatrach est une compagnie pétrolière qui vit une crise depuis 2010. Je ne connais pas de compagnie pétrolière qui a connu une crise aussi longue. Grave pour qui? Grave pour la compagnie. Pour une compagnie, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent, qui sont Sahara, qui sont dans les installations de production. Explique. Et qui se sentent humiliés par cette situation. Aujourd'hui, surtout dans les conditions actuelles. Aujourd'hui, je ne vois pas un directeur qui préside une commission d'ouverture des plis, hein, pour décider d'un marché. Je me mets à sa place, c'est très compliqué. Surtout s'il y a un cahier de charge orienté. Non, pas forcément. Non, il ne faut pas plaisanter sur ça. Ouais. Non, c'est très sérieux. Je prends en charge ton inquiétude. Non, les gens déjà avec la crise ne prenaient plus de décision. Quand il s'agit d'un contrat de maintenance d'une installation de production, ça pose problème. Donc, d'abord, l'image des entreprises, il faut la protéger. Même pour ce qui est des entreprises privées dont les responsables sont plus ou moins... il faut protéger l'outil industriel. Il ne faut pas que l'outil industriel soit détruit, soit disloqué par le fait de ces crises. Parce qu'il faut se mettre à la place des managers, des employés, des travailleurs, etc. de ces entreprises. Et demain, c'est des entreprises qui ne vont valoir que... On va les évaluer au kilo de ferraille. C'est pas possible.
On a vu des entreprises comme Khalifa, une compagnie aérienne qui avait des droits d'atterrissage, une banque qui avait une implantation et qui avait acquis une expérience, etc. Donc il faut faire très attention. Est-ce que vous sous-entendez que le fait de parler ou de rouvrir des dossiers tels que cités par le communiqué de l'AMP, c'est dangereux pour l'économie nationale? Non, non, il faut le faire. Indiscutablement, il faut le faire. Il faut moraliser la vie économique. Oui, moi je Parce que c'est pas la solution. C'est une revendication. Tu me laisses terminer. Je t'en prie, je t'en prie. C'est une revendication citoyenne et c'est le droit qui le veut. C'est la morale qui le veut. Il faut absolument moraliser la vie économique. Il faut que les règles du jeu soient transparentes, que tout le monde, et puis que chaque Algérien ait la chance d'une promotion sociale, etc. Il faut que les règles de l'économie, les règles du marché soient respectées. Néanmoins, il faut considérer qu'il faut protéger aussi l'outil de production. Il faut le protéger. Et quand je parle de Sonatrach, je pense surtout à Sonatrach. Il faut faire très attention. Il ne faut pas diaboliser. C'est absolument fondamental. Il ne faut pas diaboliser. Il y a eu des dérives par le passé. Les responsables de ces dérives doivent être sanctionnés. C'est fondamental. Mais il ne faut pas que l'image de ces entreprises soit altérée. Il faut considérer que ces entreprises sont un acquis. Et pour ce qui est du secteur des hydrocarbures, je pense qu'on en parlera peut-être après, mais c'est très... en fait, c'est une situation qui est une situation révolutionnaire que nous vivons. Le peuple est dans la rue, les revendications sont des revendications citoyennes. Il faut que l'État réponde à ces revendications. Et je contribue aussi à cette question. La durée de la transition. Est-ce que la transition doit être courte ou elle doit être longue? Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. L'économie ne peut pas supporter ça. Et même la cohésion sociale risque d'être altérée par une transition trop longue. C'est-à-dire qu'il faut trouver le point d'équilibre. Et pour cela, l'État doit dialoguer avec la société. C'est absolument fondamental. Je pose la même question. En ce qui concerne la corruption, ouvrir les dossiers, c'est bien. Ça a un effet spectaculaire, la société est en attente de morale, de retour à la morale, ça c'est bien. Mais le problème de fond, c'est comment l'en empêcher. C'est comment le logiciel de gestion de l'économie ne puisse pas permettre. Je voudrais reprendre un philosophe, quoique la philosophie n'est pas dans notre temporalité. Il y avait un jeune philosophe qui s'appelait Montesquieu, il disait « Il faut que de par l'organisation, le pouvoir arrête le pouvoir, et non pas augmente le pouvoir. » Lorsqu'on augmente le pouvoir, c'est la dérive. Donc, quand le mode de gouvernance, le mode de gestion de nos entreprises publiques et de nos entreprises privées, et de notre système bancaire, et de notre système fiscal, et de notre système financier, est ouvert à tous les vents. Nous, au nom de la rationalité économique, au nom de la liberté économique, on a détruit la rationalité économique. Ah, il faut libre. Alors on a utilisé des moyens, des fois on sert, je parle surtout du commerce extérieur, qui a été une véritable plaie et qui a changé de forme. On a mis le crédit documentaire, on a mis ceci. Ça n'a rien changé du tout. Alors la morale c'est bien. L'organisation, la prévention en amont c'est mieux. Il faut que de par l'organisation, les possibilités de corruption soient les plus faibles possibles. Et que la corruption, je vais être un peu méchant, ça doit être l'œuvre de très grands spécialistes. Comme disaient les Spartiates, vous pouvez voler, ne vous faites pas attraper. En tous les cas, nos entreprises publiques, nos entreprises privées, tout ont été empêchées d'évoluer, de créer la valeur, de créer l'emploi, de créer. Je vous donne un petit exemple. Notre pays avait un ministère de la PME. C'était ce qui devait nous sauver
pour améliorer l'aménagement du territoire, créer l'impôt, permettre l'intégration intra- et intersectorielle, réduire la facture des importations, permettre le saut technologique, faire émerger de nouveaux capitaux. Il y a eu une telle concentration des facteurs, les crédits, les marchés publics, les importations, le foncier industriel, le foncier agricole, entre les mêmes mains. Mais ça ne peut pas créer la croissance. Dans un marché, le principe du marché, pour paraphraser notre ami Mustafa, sur le plan théorique, c'est la multitude des acteurs dans l'offre et la multitude de la demande. Et à partir où il n'y a que des monopoles, et encore, ce n'est même pas des monopoles que la concurrence a créés, comme dans les pays occidentaux. Donc, la corruption, il faut la régler en amont. Ce n'est pas par des rotomontades, des effets de manche, des annonces, que je rouvrez tout ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le corpus législatif, le mode de croissance. L'indépendance de la justice. Oui. Et l'indépendance de la justice. Mais la justice, je vais me taire. Et pas une charge sur la justice, c'est trop tard. On en a discuté il y a quelques années, il y avait Sim Mustafa ici. On a discuté. La justice, quand on arrive à la justice, on est dans la répression. C'est trop tard, le mal est fait. Il faut que ce soit avant. Et je te laisse la parole. C'est les mêmes questions ou c'est lui qui... Toujours par rapport au dossier de... Non, c'est la même. C'est la même. De modérer. Non, t'inquiète pas, je ne suis pas animateur. Je plaisante. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même... Il y a l'histoire... Non, c'est pas du tout... C'est juste pour faire un joke, comme disent les anglo-saxons. Yes. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'histoire économique de ce pays, du pays. La question des campagnes main propre. Il faut quand même voir dans le passé ce qui s'est passé. Je parle d'un exemple que j'ai vécu sur la campagne qui a été menée contre les gestionnaires du secteur public, qu'on voulait culpabiliser parce que c'était le bouc émissaire. On a retrouvé des centaines de cadres gestionnaires qui ont été mis en prison et puis ensuite relaxés. Et puis, je vous donne un exemple. J'étais donc l'un des responsables de l'UNEP, l'Union nationale des employeurs publics, où syndicalement, on avait le droit de défendre nos gestionnaires. Et on a vu les dossiers. Et j'ai défendu quelqu'un, donc de façon publique, on a mis fin à mes fonctions. Retraite anticipée. Alors qu'on m'a informé à l'avance en me disant « Tu te tais, sinon tu vas être... on va te mettre dehors. » Donc, ce que je veux dire, c'est que donc, il va falloir donc se prémunir de ça. Premier élément. Donc, tout en sachant, donc c'est tout à fait des mesures symboliques de toute manière qu'il va falloir faire. Deuxièmement, il faut faire attention que l'impact sur l'investissement va être énorme. Oui. Je vais investir. Et on va me dire d'où tu tiens cet argent-là. Donc il va se retrouver dans une situation. L'entrepreneur privé qui veut investir, on a besoin maintenant que le secteur privé prenne la relève de la dépense publique, parce que pour des questions budgétaires. Pardon. Et donc, quand il va y avoir une situation dans laquelle où chacun, ou quelqu'un qui peut investir va se retrouver dans une situation d'un délinquant potentiel, il va dire moi je ne vais pas investir. Alors ne parlons pas des étrangers qui risquent même d'ouvrir des dossiers sur leurs intérêts pour certaines affaires à la faveur de cette situation. Vous avez vu la réaction du PDG d'Orascom, de l'Égyptien Sawiris, qui dit ouais, j'ai des choses à dire, je vais revenir à la charge si ce dossier est ouvert, etc. Mais de quoi? Donc là, il va falloir donc ne pas faire preuve de naïveté, que notre justice puisse fonctionner avec... mais la solution, je partage tout à fait le point de vue de Moussa, il a raison, et je pense que c'est en amont. Il va falloir donc faire cette réforme de fond, de séparer l'État de la fonction marchande. Un ministre qui va intervenir dans les crédits à un projet qui est supposé évalué par des équipes expertes d'une banque. La banque, elle donne le crédit en fonction du retour sur investissement, du taux d'investissement, des sûretés que met en place cet investisseur. Elle ne met pas en compte parce qu'il a reçu un coup de fil d'un ministre ou d'un responsable, d'ailleurs, et quelquefois, peut-être, on ne sait pas d'où, d'ailleurs. Vous voulez dire un peu plus haut? Un peu extra-constitutionnel, c'est ça le terme qui a été utilisé. Non, je ne sais pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, par exemple, des choses qui... Et ça se règle en amont. Une fois que vous aurez réglé ça, et que la capture de l'État
cesse et que l'État soit un État national, donc avec des règles du jeu, y compris pour la politique, qui fait tous les sénateurs parce que du petit chkara. Ici, c'est au vu, aussi tout le monde. Et vous voulez que les jeunes acceptent ça, ils ne disent rien. Donc, ils ont des frustrations énormes. C'est pas possible, donc ça. Ou bien, lorsque vous mettez des institutions de régulation indépendantes, donc, comme par exemple la commission de régulation de l'électricité et du gaz, j'étais nommé par décret présidentiel au 2e mandat. Le ministre de l'énergie de l'époque me dit, bon, il faut soutenir Bouteflika. Je dis, je ne soutiens pas Bouteflika. Moi, je suis une institution indépendante, je ne suis pas dans le champ politique. Et j'ai fait donc un communiqué au quotidien d'Oran, qui l'a publié, donc l'histoire peut en témoigner, pour ceux qui en doutent. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir donc séparer les choses. Quand une institution de régulation est indépendante, elle est indépendante. Que ce soit dans l'électricité et le gaz, que ce soit dans les télécoms, et elle veille à ce que les règles du jeu dont tu parlais tout à l'heure soient appliquées par tous les acteurs du marché. Notamment la concurrence, une concurrence loyale, notamment également donc de séparer l'influence politique. Le bon grain l'influence politique vous avez du justement. Alors, il nous reste encore une question à traiter par rapport à tous ces événements que nous vivons, donc d'une manière un peu accélérée. Alors, en parlant de banque, le dernier rapport de la Banque d'Algérie relatif au financement non conventionnel, un rapport qui donne froid dans le dos. Là, ça donne froid d'abord, c'est difficile à comprendre et à accepter. La Banque d'Algérie qui se défausse, qui dit non, moi j'étais pas d'accord. Là, c'est d'abord. Il l'avait pas dit à l'époque aussi. D'abord, c'est pas fair play. Hein? Et en plus, ça pose un problème. Comment on a pu imprimer 6 000 et quelques milliards, c'est ça? Et 6 000 et quelques, bon. Et alors que la Banque d'Algérie n'était pas d'accord. Ça pose un problème. Alors la Banque d'Algérie pouvait-elle s'inscrire en porte-à-faux avec une loi de la République? Je parle du 45 bis. Indépendante. Hein. Il faut bien le. Elle est réputée indépendante. Réputée, tu dis bien réputée dans les faits. Et donc, moi, je pense que les responsables doivent assumer leurs responsabilités. Nous sommes dans une situation de crise économique. Hein. Le choix a été fait d'imprimer, donc d'activer la planche à billets. D'autres choix étaient... Vous parlez du gouvernement Slel Ouihia? Oui, oui. Moi, j'ai intervenu devant la commission des finances de l'Assemblée nationale qui a voulu m'écouter. Ils préparaient une loi de finances. Et je leur ai dit, parce qu'il faut traiter le déficit budgétaire, il faut trouver Et je leur ai dit, d'abord, il faut le savoir. L'évasion fiscale et la corruption, ce sont les deux faces d'une même pièce. Si vous tapez d'un côté, vous touchez de l'autre. Et j'avais fait à l'époque même une note au chef du gouvernement, on m'avait demandé de le faire. Et je l'avais terminé en citant Al Capone, en disant Al Capone, avec tous les crimes qu'il a commis, il est tombé pour fraude fiscale, parce qu'on ne vole pas l'État. Hein? C'était un démocrate. Donc il payait l'impôt. Bon, il est tombé pour le fameux Elliot Ness, c'est un inspecteur des impôts. Or, la fraude fiscale, l'évasion fiscale, est un gisement essentiel. Et la fraude. Oui. Donc le problème, c'est... et j'avais recommandé aussi à la commission des finances, j'ai dit, on a besoin d'argent, l'informel possède beaucoup d'argent, imprimer un nouveau dinar, de nouveaux billets de banque. Et dès lors, les gens seront obligés de ramener leur argent. Et vous savez, ce que je leur ai dit, vous savez, les gens sont en train de peser Youzno Daraham. Donc, les députés, tu te rends compte? C'est une nouvelle unité monétaire. Ils se moquaient de moi, ils m'ont dit tu es dépassé, ils mettaient le drame. Donc la question du déficit budgétaire vient du fait que l'État n'assume pas sa fonction régalienne
prélever l'impôt et neutraliser l'économie informelle. Et lorsque je vois le square Port Saïd, les jeunes qui vendent de l'argent au vu et au su de tout le monde, alors que la réglementation d'échange est très stricte de ce point de vue. Je me dis, il y a un problème. Lorsqu'il y a tout le monde qui veut acheter des devises va au square Port Saïd ou il y a des épiciers qui sont spécialisés à Hedra, etc., dans ces trucs-là. Là, il y a un problème. Allez-y. Alors, tu as parlé de le rapport de la Banque centrale. Alors, le rapport de la Banque centrale, s'il implique et cite nommément l'ancien Premier ministre, c'est que ça prouve clairement que... Non, ils ont parlé de la task force. La task force, oui, la task force n'est pas, elle n'est pas dans la nature. Elle est extra-constitutionnelle. Non, elle est institutionnelle. Qui relevait du Premier ministre. D'accord, donc elle fait partie des institutions. Le problème, Preur a dit, et la commission m'a écouté, est-ce que la PN a écouté la commission, est-ce que le gouvernement a écouté la PN? Donc cette série de valeurs ajoutées d'écoute et de dialogue montre clairement la difficulté. La réalité, c'est que le rapport montre qu'il y a une responsabilité. Il se trouve que c'est pas la task force a peut-être la responsabilité technique, mais la responsabilité politique reste totale et entière. Bien sûr. Deuxièmement. De qui En 2000, la task force n'est pas une autorité tout de même. Non, c'est technique. C'est pas technique. Non, c'est technique. Chof, tu es mon conseiller. Tu me conseilles. C'est moi politique, c'est moi qui assume. Alors, est-ce que c'est la responsabilité de l'exécutif, des parlementaires, quelle que soit la de la Banque centrale? Doucement pour que les spectateurs comprennent, téléspectateurs. Pour faire œuvre de pédagogie. Les questions financières, c'est des questions délicates où la politique est fortement impliquée, puisqu'on n'a pas séparé l'économique du politique. Alors, on a souvent dit que la Banque centrale était indépendante. Alors, elle a été indépendante sur les papiers, mais elle restait dépendante à travers les hommes, pendant très longtemps. Par ailleurs, pour avoir une banque centrale indépendante, il faut que le système bancaire soit moderne. Il faut que le système bancaire soit en compétition. Je rappelle ici à nos chers frères et concitoyens que lorsqu'on a 80-90% des financements de l'économie des entreprises qui passent par 5 banques, il est difficile d'avoir de la concurrence. Donc je vous laisse deviner toutes les possibilités que citait Sim Mustafa, la proximité, qui est un mot très pudique, la proximité, voire la promiscuité, et l'a payé. Donc, finalement, on a affiché des principes, mais on n'a pas pu les appliquer. On a joué aux riches alors qu'on n'a pas le sou, on a joué aux Suisses alors qu'on est encore sur le plan de la finance, encore assez primaire, je dirais presque arborigène, même si on a des costumes et des téléphones et des mobiles et des ordinateurs, qui sont des oripeaux de la modernité. Donc, la question du financement monétaire. En 2016, il y avait l'ancien Premier ministre, avant Sellel, annoncé 7 000 milliards de dinars en dehors des circuits administrés. Oui. La masse monétaire était de 16 000 milliards de dinars, dont 4 000 hors banque. Sur les 4 000 hors banque en 2016, 2 500 s'appellent le bas de laine, c'est-à-dire toute cette épargne de précaution que les Algériens mettent chez eux, faute de confiance dans le système bancaire et n'aimant pas la traçabilité bancaire qui est la base de la transparence fiscale. Je vous défie de trouver un TPE et d'acheter de vendre avec un... Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, le financement le financement par la planche à billets était inéluctable dès lors que la crise des moyens de paiement extérieurs était là. Il n'y avait pas d'autre solution. Ça ne veut pas dire que dans l'immédiat, toutes les mesures qui ont été prises avant, par exemple, je vous donne un exemple, on a fait les bons trésors et on a permis, par exemple, aux gens de ramener l'argent à la banque. Regardez le phénomène. Vous avez 100 millions, vous les ramenez à la banque, vous payez 7%. Vous payez 7% d'impôts. Alors vous mettez votre argent dans la banque, est-ce que cet argent va servir l'investissement ou l'importation? Il a été reblanchi. Les histoires des bons du Trésor,
C'est la même chose. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Rapidement, alors, oui. 3 Moi, minutes. je voudrais juste en 3 minutes pour contextualiser. La preuve n'a pas été donnée, en tout cas par les institutions de l'époque en charge, la Banque d'Algérie, le ministère des Finances, etc., qu'il y avait une solution alternative. Face à un contexte extrêmement grave, il faut quand même se rappeler qu'en 2014, on a perdu 50% de nos recettes extérieures, dont à peu près le tiers, ou peut-être un peu plus, en recettes budgétaires. Et que par conséquent, ça c'est un premier point, et que les évaluations qui avaient été faites, notamment d'un endettement des collectivités territoriales qui ne payaient pas qui ne payaient pas donc l'ensemble des acteurs, notamment du secteur du bâtiment, etc. Et donc où il y avait des milliers d'emplois en jeu, et que, en tout cas, ça n'a pas été exposé sous cette forme-là. Donc à mon sens, il y avait, c'était inéluctable, comme le terme, et je partage tout à fait ton point de vue et celui de Mourad, c'était inéluctable, c'est une solution. Alors maintenant, dire ex post que c'était pas bien, alors que dans le même temps, on utilise dans le même rapport l'argument disant que l'inflation n'a pas été l'hyperinflation, parce que certains, notamment certains hommes politiques de premier plan, qui disaient on va arriver à une inflation à 3 chiffres dans 1 an, 2 ans. Où est l'inflation à 3 chiffres? Où est l'inflation à 2 chiffres? Par conséquent, donc, il va falloir être rigoureux. Grâce aux réserves de change, et ne pas, si vous voulez, utiliser, donc, être dans une position de facilité de dire ex post que nous ne sommes pas. Et de ce point de vue-là, donc, il y a même des dispositions extrêmement justes qui ont été prises par la Banque d'Algérie de dire augmentant les réserves obligataires et légales des banques pour réduire, si vous voulez, la masse monétaire, et, donc, et conserver la crédibilité, la solvabilité et la liquidité du secteur bancaire. C'est fondamental pour un pays. Et donc soyons un peu, si vous voulez, un peu objectifs et n'exagérons pas les choses outre mesure. Alors, docteur Moustapha Mikidesh, je rappelle que vous êtes expert des questions énergétiques, vous êtes également économiste. Merci d'avoir participé avec nous à ce débat. Merci pour vos éclairages. Merci à vous également, monsieur Yassine Oueld Moussa. Vous êtes économiste également. Et ça ne se soigne pas. Et ça ne se soigne pas. Bien heureusement. Merci. Et merci à vous également, professeur Mourad Preur. Vous êtes expert pétrolier donc, pour tous ces éclairages. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.